bien, bonsoir à tous, je vais me mettre ici pour la caméra. Bonsoir à ceux qui sont ici, qui sont venus nous voir. Bonsoir à ceux qui nous regardent plus tard. Merci d'être venus à cette nouvelle édition des Meetup hébergés par Tech Control. Ce soir, on se voit pour que Raphaël nous présente le PWA, mais il va vous en dire plus. Juste un petit mot pour vous dire que si vous voulez nous voir, Control Up, mais aussi des gens de Tech Control, on est à Bordeaux IO le 10 novembre. On est comme l'année dernière, tout au fond de la salle, sur un petit manche debout. Mais on essaiera d'être visible, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et en attendant, je vous laisse avec Raphaël. S'il vous plaît, faites-lui du bruit. Il vient pour la deuxième fois, et donc j'espère que son sujet sera aussi bien que le premier. À toi. Merci. Merci. Alors voilà, comme Valentin l'a dit, je m'appelle Raphaël, je suis freelance. J'ai travaillé pendant quelques années à Cdiscount. Aujourd'hui, je vole de mes propres ailes. Du coup, je ne connais personne dans la salle, ce qui me dit que je devrais peut-être retourner sur le marché bordelais, parce que c'est que des nouvelles têtes. Et donc, dans le cadre de mon travail, parce que je fais aussi pas mal d'open source, j'utilise beaucoup Remix et d'autres projets. Et dans le cadre de mon travail, freelance, s'est posé la question de faire une appli mobile, sachant qu'on avait déjà une appli web faite avec Remix. Et on a des ressources limitées, donc on s'est posé la question, est-ce que 2023, ce ne serait pas l'odyssée de la PWA? Est-ce qu'on ne pourrait pas tous aller sur la PWA? Et quels sont les pour et les contre à date? Première question, si je vous montre ça, un peu biaisé, est-ce que d'après vous, c'est une app native ou une PWA? Celle de droite, celle de gauche? Est-ce que vous voyez quelque chose qui serait différent? Alors surtout à droite, c'est peut-être qu'aujourd'hui plus personne n'utilise des applis sur desktop, mais celle à droite, on ne peut pas trop zoomer, c'est une PWA. Ça ressemble à une app native, ça a tout l'air, du coup c'est fait exprès que ça y ressemble, mais ça, 100% de ce qui est à droite est fait avec du HTML, du JS et du CSS. Alors les PWA, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, donc Progressive Web App, c'est, si on faisait simple, la capacité à créer une appli qui ressemble à une appli native uniquement avec des technos du web, HTML, JS, CSS ou WebAssembly, et de faire en sorte que votre site web soit vu comme installable par votre navigateur. Quand vous allez sur une app ou un site qui est fait et compris comme étant PWA Ready, vous avez souvent un petit bouton dans la barre de recherche, un petit icône qui indique « Installez-moi, installez-moi ». Et quand vous l'installez sur votre machine, ça devient quasiment une appli native. On voit quelques différences, on verra après lors d'une démo, mais ça devient quasiment une application native. Et oui. On pourrait se dire aujourd'hui, pour ceux qui connaissent les applications mobiles, on peut déjà faire ça sans faire une PWA si on utilise React. Par exemple, React Native, pour ceux qui connaissent, et qui connaissent encore plus particulièrement Expo, le framework, on est capable aujourd'hui de faire avec ça une partie web, une partie mobile avec le même code. Là, c'est complètement différent parce que justement, avec ces PWA, on ne va pas avoir la phase des stores, voilà, principalement. Donc, la PWA versus l'app native, c'est pas 100% remplaçable pour moi aujourd'hui. Si on me dit demain je veux partir 100% PWA, c'est possible, ça dépendra de votre besoin. Les avantages de la PWA aujourd'hui, c'est que c'est multiplateforme. Donc c'est un peu comme React Native, vous codez une fois, c'est disponible partout. Alors multiplateforme, je vais y mettre un petit bémol, on verra après. C'est globalement multiplateforme. Parce que c'est une techno qui à la base est poussée par Google et donc forcément va marcher mieux dans un environnement Chromium, donc dans des navigateurs qui découlent de ce navigateur, ou sur Android. On verra qu'Apple a fait des efforts et c'est peut-être ces efforts-là qui payent aujourd'hui pour rendre la PWA quelque chose de crédible en 2023. L'avantage, encore une fois, c'est que ce sont des standards du web avec des compétences transversales. Si vous savez faire du HTML, du CSS, du JS, vous saurez faire une PWA. Il n'y a pas de nouvelles compétences à apprendre. Il n'y a pas de Swift ou de Kotlin, par exemple. Du coup, c'est un développement rapide. Vous n'avez pas besoin d'avoir deux équipes. Là, je reprends le schéma traditionnel, deux apps avec deux équipes différentes. Encore une fois, même si React Native existe,
souvent, on a 2 équipes distinctes pour 2 apps. Là, vous pouvez avoir les mêmes devs. Vous, si vous êtes développeur, vous pouvez du coup vous lancer dans avoir votre propre petite appli sans avoir d'autres compétences à aller chercher. Vous n'avez pas de store, donc pas de commission. Si vous mettez du paiement derrière, c'est 100% pour vous. Et il va y avoir des avantages plus à aller vers une native app. Par exemple, c'est sur des features qui peuvent être limitées sur les PWA. Si votre business requiert les dernières features disponibles sur un iPhone ou un Android, alors ça pourrait être de l'AR ou autre truc bien spécifique, l'app native sera mieux. À la base, elle est faite pour ça. Bien que ça avance sur les API du web, mais sans mentir, pour un jeu vidéo ou autre, quelque chose de très poussé, qui demande énormément de capacité du téléphone, je partirais plus sur une app native. Comme je l'ai dit, ça marche mieux sur les navigateurs Chromium based, parce que c'est Google qui pousse là-dessus et du coup ils attendent un peu personne quand ils sortent quelque chose sur ce qu'on verra, le manifeste qui permet de déclarer votre site comme étant une application installable. Eux, ils intègrent directement ces changes-là. Il y a Mozilla Firefox qui est très souvent à la traîne, et il y a Apple. Donc, tout le monde connaît Apple et son non-amour pour quelque chose qui ne passe pas par ses stores. Mais ils font des efforts, il faut le reconnaître. Et peut-être le plus gros point négatif, je ne sais pas si j'arriverai à parler de tout ça, c'est l'expérience utilisateur hétérogène. Là où sur une app native, tout le monde va dans son store, clique sur installer, etc. C'est génial. Là, c'est pas trop pareil. Ceux qui sont dans le monde Android vont avoir quelque chose, on va le voir. Pour ceux qui ont un Android ici, vous bénéficierez peut-être de cette expérience la plus intéressante sur la phase d'install. Les autres, qui sont comme moi chez Apple, il faudra suivre un petit tuto intégré dans l'appli. Du coup, ça limite un petit peu des utilisateurs qui connaissent pas. Si vous les guidez pas, ça va pas tilter pour eux que je peux l'installer. Mais vous allez voir que dans la démo, ce que je vous propose, la démo, on en reparlera après, mais c'est quelque chose qui sera à dispo et qui devrait vous permettre de créer des PWA sans devoir refaire des recherches vous-même. Vous aurez quelque chose que vous pourrez regarder comment ça a été fait et l'intégrer éventuellement dans votre projet. Donc c'est surtout ça qui va différencier le choix entre PWA et app native. C'est, si on reprend les termes du jargon, c'est le métier, les features qu'il veut, et la découverte du produit, sa façon de s'installer. C'est est-ce qu'on est prêt à avoir ce petit truc-là, ce petit désagrément, et d'autres qu'on parlera, mais je peux tout de suite spoiler. Par exemple, quand vous avez... souvent, quand vous vous envoyez des liens par réseaux sociaux ou autres, quand vous cliquez dessus, ça ouvre l'appli qui est censée répondre à ce type de lien. Là, ce n'est pas le cas en PWA comme ça. Ça peut être le cas quand on fait de la magie noire et qu'on transforme sa PWA en quelque chose installable sur les stores. C'est quelque chose qui se fait. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'il faut payer l'abo et tout, là. Mais c'est quelque chose qui se fait et des géants le font, et on utiliserait apparemment des PWA sans vraiment le savoir. Pas d'exemple précis parce que ces grosses boîtes, elles changent souvent de techno du jour au lendemain, donc j'ai vu Trivago, etc., mais qui sait si depuis ils n'ont pas rechangé. Donc une PWA, qu'est-ce qu'elle peut faire Moi, vous connaissez peut-être les applications natives et vous dites, ok, est-ce que, voilà, des mots-clés, là j'ai jeté des mots-clés comme ça un peu partout, est-ce que ça c'est possible, un splash screen? Oui, c'est possible. On peut avoir, une fois que notre PWA est installée, qu'on l'ouvre, le temps qu'elle charge, on a un splash screen. C'est possible depuis pas très longtemps, je crois, sur iOS. Alors je dis je crois parce que Apple publie rarement ce qu'ils font pas. Il n'y a que certains trucs que tout le monde attend où là ils font des annonces publiques. Le reste, faut chercher sur MDN. Donc c'est pour ça que la source de toutes vos réponses, c'est MDN. Quand vous poserez la question, est-ce que je peux faire ça, c'est sur MDN. Vous aurez une petite liste en bas des bons et des mauvais navigateurs. Est-ce que je peux avoir un install prompt? Un install prompt, c'est pouvoir avoir un bouton que j'ai designé moi-même sur mon appli avec installe-moi, et que ça lance quelque chose qui va installer automatiquement l'appli sur le téléphone. Oui, il y a un install prompt avec un petit bémol, spoiler, ça ne marchera pas sur Safari. On peut avoir un icône, on peut avoir une gestion du offline, donc une gestion du offline, c'est-à-dire votre appli ne marche pas, vous pourrez par exemple, admettons on fait une appli de gestion de stock et vous avez au fin fond sous terre, là, pas de réseau, pas de wifi, etc.
vous pouvez faire une PWA qui va fonctionner sur les stores, offline, et qui va pouvoir du coup se resynchroniser quand elle aura accès du réseau. Si c'est sur Android, parce que pour ça il faudrait éventuellement le background fetch, background sync. La différence entre les deux, elle est, pour faire simple, background sync, c'est que votre app est capable de se réveiller périodiquement pour faire une action, appeler un backend, etc. Background fetch, c'est vous avez lancé, je sais pas, un téléchargement, vous fermez, elle continue. J'ai pas vraiment testé, mais il semblerait, d'après l'aspect, que ça fonctionne que sur là, le petit logo bleu, hein, Chromium. Vous avez accès aux cookies, parce qu'après tout, une PWA, c'est ni plus ni moins qu'un site web. Et j'adore les cookies, étant développeur sur Remix. Les cookies, c'est la base de tout. Authentification ou de transfert de data front, back-end, de petites data sans passer par des trucs compliqués comme des stores, des Redux, etc. Vous pouvez accéder à la caméra, au microphone, au storage, vous pouvez enregistrer n'importe quoi, comme en fait sur web quand vous avez votre appli, votre SPA. Globalement, ce que vous arrivez déjà à faire sur web avec votre app, il est fort probable que vous y arriviez une fois qu'elle est installée en PWA. Mais dans tous ces mots-clés, c'est génial. Ah oui, pardon, OTA. Oui, vous pouvez mettre à jour en live votre appli. Alors, vous me direz, c'est comme un site web, je vais sur un lien, il se met à jour. Presque, parce que suivant la techno que vous utilisez, les mises à jour comme ça, là, une fois que vous avez déployé une nouvelle version, souvent vos utilisateurs ont l'ancienne UI jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'on appelle un document reload. C'est-à-dire un F5 ou une action qui recharge vraiment et qui va télécharger les assets, le JS, etc. Là, avec la techno que j'ai choisie pour porter cette PWA, Remix, on est capable de designer quelque chose où à la prochaine navigation, on peut dire à notre utilisateur, attention, là, tu es sur une vieille version, clique ici sur Update. Alors pourquoi ça c'est important? C'est parce que quand on est sur une PWA, du coup, elle devient autonome sur le téléphone. Et elle a un cycle de vie qu'on va voir tout à l'heure qui peut être un peu compliqué à gérer. C'est-à-dire que de base, si on veut qu'elle se mette à jour, il va falloir lancer l'appli, la killer, la relancer, peut-être même faire ça 2 fois le temps qu'elle ait bien téléchargé de nouveaux assets, qu'elle les ait enregistrés et qu'elle se mette à jour. Ici, on verra qu'on est capable de faire quelque chose en fait qui bypass tout ça. Et c'est plutôt pas mal. Je vous montrerai les séquences de code qui permettent de faire ça. Et donc, il manque quelque chose là-dedans. Ce sont les push notifs. Parce que moi, dans ce que j'ai besoin de faire, en fait, la base de pourquoi on voulait une appli, c'était pour avoir des push notifs. Et du coup, pour ça, il a fallu attendre 2023, juin précisément, iOS 16.4 et la dernière version de macOS pour avoir une partie... macOS, là, sur sa dernière version avec Safari 17, permet aujourd'hui d'installer n'importe quel site web comme une app dans le dock. Et si elle est PWA, du coup, elle prend tous les super pouvoirs qui vont avec une PWA. Et ces super pouvoirs, ce sont les push notifs. Et donc ça, c'est le truc qui fait qu'aujourd'hui, on peut, pour moi, et c'est ce que je fais avec le client pour qui je travaille, partir sur une PWA. C'est ce qui manquait, c'est ce qu'il y a aujourd'hui avec iOS, et ils ne mettent pas de limite. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que ça fonctionnerait, je sais pas moi, que sur le browser Safari quand on est dessus. Alors justement, du coup, ça fonctionne pas sur le browser Safari mobile. Ça va ne fonctionner en fait que si on installe la PWA sur son iPhone. À partir de là, on a accès à tout le cycle de vie des push notifications. Donc je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui sont des développeurs d'app native. 100% du web, d'accord. Et bien vous verrez qu'en fait à gérer là c'est super simple par rapport à une application native. Alors les push notifs, pour faire rapide, c'est votre serveur du coup qui communique pas en direct avec votre appli, avec un tiers, donc Apple ou Google suivant le système où vous êtes, pour transférer un message et du coup Apple Google va retransférer ça sur votre téléphone. Votre téléphone en fait quand il autorise les notifs, ce qu'il fait c'est qu'il se déclare auprès de son référent, donc Apple et Google, il récupère ce qu'on appelle un endpoint, donc c'est une URL chiffrée avec plein de trucs, des clés de chiffrement, de déchiffrement, et c'est ça que vous devez communiquer à votre back-end pour pouvoir ensuite envoyer des push notifs sur cet endpoint, et du coup c'est eux qui font la glue et ça va réveiller votre téléphone. C'est une des rares choses qui réveillera l'appli dans votre téléphone. Même si un utilisateur l'a killé, etc., l'a fermé, vous avez la garantie, moyennant certains
temps de délivrabilité ou de problèmes sur le système. Par exemple, hier soir, il y avait un problème sur les push notifs chez Apple et du coup, ça n'envoyait plus de push notifs. C'est le seul truc qui va réveiller votre téléphone et donc, d'un point de vue business, parce qu'on développe souvent des applis pour du business, c'est le bon moment pour trigger l'utilisateur. Donc là, il y a presque pas de limite sur ce que vous pouvez envoyer. On peut tricher, il y a l'aspect qui indique un payload, mais en fait, de ce que j'ai testé, on peut envoyer ce qu'on veut. Et on pourra même, vous verrez peut-être sur vos téléphones, afficher sa tête dans les notifs, un peu comme quand on reçoit un message WhatsApp, là, vous avez la tête de la personne qui vous a écrit, etc. Vous pouvez glisser ces petites images-là pour rendre ça un peu plus vivant. Suivant le navigateur, il va l'afficher. Il y a des navigateurs, même dans le monde Chromium, qui font un peu à leur sauce. Je pense à Arc Browser. Si vous connaissez ce browser, eux, ils ont implémenté la moitié des choses, donc du coup, il n'y a pas tout qui marche chez eux. Et donc, par quelle magie, en fait, on peut rendre notre site web installable? Alors, Kevin n'a pas compris la blague, du coup, je vais devoir l'expliquer. Grâce au Service Worker. Alors, le Service Worker, c'est quoi? Ça, c'est un anneau du Seigneur des Anneaux. En fait, le Service Worker, c'est un mot qu'on utilise et c'est quelque chose qui fait partie du coup de l'API de l'API du web. Parce que là, ce dont on va parler, tout est standard. En fait, il n'y a pas un vendeur ou un framework particulier derrière. Ce sont des API web standards utilisables partout et évidemment gratuitement. Donc, toute cette magie, en fait, fonctionne grâce à un Service Worker. Service Worker, c'est un gros mot, juste pour dire c'est un petit fichier JS. Souvent, on l'appelle sw.js. Aussi souvent, même jamais, on ne le renomme, sinon notre PWA ne marchera plus jamais. Il faudra la désinstaller, ça va devenir un enfer de savoir pourquoi. C'est un truc qu'on ne le met pas en cache, en fait on n'y touche pas, on le crée, on le rend disponible dans l'appli, on l'enregistre au démarrage de notre appli et après on n'y touche plus. Alors je dis ça pourquoi? Parce que souvent en fait quand on va faire des merdouilles avec son Service Worker, qu'on va tout casser, juste notre appli va juste plus fonctionner. Donc voilà, donc on fait gaffe. On peut le désinscrire, dans ce cas-là, il faut faire une mise à jour en disant je désinscris, ne l'utilise plus, etc. Et espérer que ça refonctionne. Sinon, la technique, c'est de dire aux utilisateurs vide ton cache, désinstalle l'appli, réinstalle-la. J'ai une amie qui a fait ça, je ne la nommerai pas, pour un site vendeur de livres. Elle a eu du mal. Elle l'a juste dégommé et en fait, il n'y a plus rien qui marchait. Donc, c'est le cœur de tout, mais c'est aussi hyper sensible. Et donc, pourquoi cet anneau? Parce qu'en fait, il contrôle tout. Il va fonctionner comme un proxy. C'est-à-dire qu'il est l'interface entre l'UI, le code HTML, JS et CSS, et le network ou le cache. Parce que oui, avec un Service Worker, on peut mettre en cache. Tout à l'heure, on a parlé offline. La façon de rendre l'appli offline, c'est de mettre tout son site en cache. Le cache, ça peut aller très vite. Vous pouvez vite prendre beaucoup d'espace. Dans l'exemple que j'ai fait, là, je ne l'ai pas utilisé, j'aurais pu, mais j'ai pas eu le temps. Faire une page, mon serveur est dead, donc un truc, on revient plus tard, réessaye, etc. Et là, la stratégie pour faire ça, parce que si vous mettez tout votre site en cache, vous avez énormément de pages, énormément d'assets, des gros slip front, etc. Ça va exploser et l'utilisateur sur son téléphone, s'il voit que l'appli, elle fait 3 fois la taille du truc qu'il utilise tous les jours, il va la désinstaller. Donc on fait attention avec le cache. Ce qu'on mettrait en cache, par exemple, c'est une belle page HTML, on est mort. Où là, on met aucune dépendance. On fait son CSS à la main, etc. D'ailleurs, on fera un truc assez simple avec on n'est pas là et un bouton pour reload, faire un document de reload en espérant que après notre appli revienne. Donc le Service Worker, c'est le cœur central. Et du coup, c'est grâce à lui en fait qu'on va pouvoir concrètement rendre une appli web quelque chose d'installable. Ça, plus un autre truc qu'on verra après qui s'appelle un manifeste. Donc un manifeste, c'est un fichier JSON qui manifeste. En gros, il déclare quelque chose. Il déclare votre appli, il lui donne un nom, il lui donne des icônes, il donne éventuellement des tags, etc. pour savoir un peu de quoi elle parle. Et sans manifeste valide, donc avec un minimum, vous n'aurez pas d'app installable. Le browser le refusera. Donc il y a un code à respecter. C'est assez simple à remplir, c'est pas de prise de tête. Vous faites les tests, vous voyez directement dans votre console de debugger si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, vous cherchez. Mais avec le manifeste qu'il y a là, vous aurez juste à copier-coller et puis c'est, vous avez déjà un manifeste. Donc Service Worker, comment ça marche? Donc on va le voir en détail, mais lorsque votre site charge,
on va enregistrer en général dans root ou au plus haut point de React, on va taper un bout de code, on va voir le code en détail, je crois. Et ce qui va se passer, c'est quoi là? Ça va le télécharger. Donc ça va télécharger dans l'API JS, il y a quelque chose de spécial pour déclarer les service workers. Il va télécharger ce fichier à l'adresse que vous allez lui indiquer. Il va l'installer. Donc l'installer, c'est un gros mot. C'est pas, il va l'installer, le service worker, c'est pas le truc qui s'installe sur. Quand je dis installer, c'est pas le process où ça l'installe sur votre téléphone. Il l'installe dans le navigateur, quoi. Il installe ce programme, en fait, dans le navigateur, il y a quelque chose de spécial pour les service workers. Donc il installe, et le service worker, en fait, ça va être une sorte de micro-programme en parallèle de votre site, de votre appli, qui, du coup, comme je l'ai dit, sert de proxy. Donc lui, il s'installe, il a un cycle de vie bien précis, le cycle de vie, il est là. Donc il a toujours une phase, du coup, la première fois, hein, il se fait télécharger, donc il se fait parser, on vérifie que le code est bon, etc. On l'installe, enfin le navigateur l'installe, et là il rentre en phase de waiting. C'est-à-dire qu'à partir de là, il a votre service worker, mais du coup, il va, s'il n'y en avait pas déjà un, donc c'est la première fois que vous livrez, il va du coup l'activer. Donc il va rentrer en phase d'activation, l'activer, et voilà. Une fois qu'il est activé, ça veut dire qu'il rentre en service. À partir de là, le service worker va être en capacité de proxifier toutes vos requêtes fetch ou vos messages. Donc les messages, c'est un event dans JS. En gros, il va se mettre dans cette interface, et à partir de là, ça y est, vous avez une PWA. Et donc, je ne vais pas trop me déplacer, vous avez le code là à gauche, main.js et SWJS. Donc là, ce sont vraiment brutes de décoffrage, comment on installe un service worker. Donc on vérifie si dans le navigateur il y a cette feature. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 100% des navigateurs qui ont cette feature, mais dans le doute, on fait ça, sinon ça va se throw une erreur non gérée. Et on utilise juste des API. La doc est dans MDN. En fait, on installe le service worker, on l'enregistre, on lui dit où il se trouve, donc on lui donne la position. Et ensuite, vous avez le cycle de vie que je vous ai montré en haut. Vous le voyez du coup à gauche dans main.js. Et le service worker, donc le fichier qui va être enregistré, c'est ce qui est à droite. Donc lui, il a une convention assez spéciale, il utilise self et pas Windows. N'y faites pas gaffe, c'est self. Voilà, self, c'est moi, le service worker. Et on y ajoute des event listeners. Donc ça, c'est du JS vanilla d'il y a très longtemps, mais c'est comme ça qu'on fait en fait. Et du coup, pour chaque cycle de vie, on peut y mettre des actions. Donc à droite, c'est ce que va faire le service worker. Donc le service worker, c'est le bon moment ici, quand il performe les install steps, etc. Je vous ai mis des petits commentaires, mais on les voit pas trop. Alors, on est capable, avant qu'il passe à l'étape suivante, de lui dire « Oula, tu attends que tout le code que je vais t'écrire entre parenthèses dans le event wait until soit réalisé avant de passer à la phase suivante. » Typiquement, qu'est-ce qu'on y ferait ici? On y met en cache. Donc le cache, c'est souvent du code asynchrone, le cache storage du navigateur, etc. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des clés de cache et on va lui dire quels assets mettre en cache. Donc quels assets, en gros, on lui donne les URL. Si c'est tout ce qui est dans /image, /build, etc., on lui dit tout ce que tu vas voir ici passer comme requête, la prochaine fois tu le mets en cache. Et uniquement à la phase d'install. Cette phase d'install, elle se lance pas à chaque fois que vous avez fait un F5 sur le site. Le navigateur, on le verra après, il sait comment mettre à jour le service worker. Il lance pas ces phases-là tout le temps en fait. Il va lancer ces phases-là que quand il y aura éventuellement un nouveau service worker. Et un nouveau service worker, comment il le détecte? C'est qu'il fait une comparaison bit à bit du fichier. S'il y a une différence, pour lui, il y a un nouveau service worker. Donc pour ça, pas de versionning à faire ou rien, il se débrouille. Et ça, c'est plutôt cool. Donc on a plusieurs phases. Install, donc c'est le bon moment pour mettre les trucs en cache. Active, c'est le bon moment pour virer les anciens trucs en cache. Donc pour ça, comment on fait, si on prend l'exemple du cache, il suffit, lorsque vous faites V1, vous appelez vos clés cache V1, vous voulez déployer une V2, vous voulez invalider du cache parce que ces routes n'existent plus, vous avez tout changé, ça nécessite de suivre son produit, ça dépend de la taille de vos équipes, mais ça nécessite un tout petit peu de rigueur. Sinon, vous aurez des 404 not found partout dans le network. Vous créez une nouvelle clé de cache et du coup, vous dites dans install il va utiliser cette nouvelle, et dans activate, vous dites de dégommer cache V1 parce que maintenant c'est cache V2. Donc ce sont deux bons endroits pour faire ça. Fetch, moi je l'utilise à travers Remix.
si vous ne connaissez pas Remix, je ne veux pas vous faire un cours sur Remix, mais typiquement, Fetch, ça permet de capter du coup ce qu'on envoie sur notre serveur, sur notre partie backend, ou ce qu'on reçoit, et du coup, éventuellement, de là aussi, le mettre en cache pour faire du offline. Ça peut être intéressant. Si vous êtes en full SPA et que vous créez votre PWA avec Vite, par exemple, ce sera le bon endroit, éventuellement, Fetch, pour capter des React Query, etc., si vous voulez mettre des données en cache. Et à partir de là, vous pouvez imaginer tout un tas de scénarios. Et messages, ce sont les post-messages. Je ne sais pas s'il y a de l'usage, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Et sur la partie app, donc main.js, vous pouvez du coup détecter ces events et en faire des trucs. Donc avec React, qu'est-ce que vous pourriez faire? Un code comme ça là dans React ne marcherait pas forcément, parce que c'est pas comme ça qu'on écoute des events. Il faudrait un use async store ou faire ça dans un use effect, mais globalement vous pouvez refléter certaines étapes. Et par exemple, une étape qui peut être intéressante, c'est si vous êtes en mode waiting. On va le voir. Waiting, c'est quoi? C'est que le service worker, le navigateur a détecté qu'il y avait une nouvelle version. Il va le télécharger, mais il va le mettre en mode waiting. Waiting, du coup, il sait qu'il y a quelque chose de nouveau, il l'a installé, mais il ne va pas l'activer. Et c'est là qu'il va falloir faire, je dégomme mon appli, je l'active, je la relance. Et peut-être que là, ce qui est en waiting va passer en activate. Mais parfois, j'ai vu des cas où il fallait le faire 2 fois parce qu'il télécharge un truc, mais en fait, non, il faut bazar. Il existe un bypass pour ça. On ne sait pas pourquoi ça n'existe pas de base, mais pour ce qui est de cette partie service worker, c'est pas tous les jours que vous changerez le service worker et le code qui est à l'intérieur. Mais quand vous le changez, vous avez peut-être envie que ça s'applique tout de suite et pas au prochain redémarrage de votre PWA. Il existe la possibilité du coup de faire ce qu'on appelle un skip waiting. Skip waiting, ça skip le wait. Et du coup, ça l'active tout de suite dans la phase d'install. Après le skip waiting, vous pouvez toujours faire des event wait until. Donc vous, en gros, juste là, par rapport à l'exemple précédent, on rajoute un skip waiting et du coup, on sait qu'après cette phase-là, on aura le nouveau service worker, notre nouvelle mise à jour du cœur de notre PWA. Et ensuite, du coup, dans Activate, il faudra penser à claim tous les clients. Alors, claim, c'est quoi? C'est si vous avez ouvert vous n'avez pas installé votre PWA sur le desktop ou sur le mobile. Vous avez plusieurs onglets dans le navigateur, parce que votre PWA, vous profitez des notifs, etc., dans le navigateur. Parce que du coup, quand on autorise les notifs, elles marchent aussi dans le navigateur. Et admettons que votre utilisateur a plusieurs onglets de votre app ouverte, eh bien le claim client va faire en sorte que sur tous ces onglets-là, ce soit le nouveau service worker qui prenne le pouvoir. Donc ça évite ou éviterait. Ces use cases sont durs à reproduire pour tester si ce que dit la doc est vrai, mais en gros ça éviterait les phases où vous avez un onglet sur une ancienne version du cas avec un vieux cache du service worker et votre onglet actif avec le nouveau truc. Donc ça, ce sont des phases. Est-ce que vous devez y penser quand vous développerez votre PWA? Pas forcément. Des frameworks sont là. Ça, c'était la version, voilà comment on fait. Ces frameworks vont packager des choses pour vous. Il est toujours intéressant de savoir comment ça marche en vrai, parce que quand le framework, soit il est plus maintenu, ou soit il ne vous permet pas de faire ce que vous voulez, il faut mettre les mains dedans. Ça reste assez simple la base et on a le regarder toujours sur MDN, c'est vraiment la source là-dessus, sur toutes les API. C'est toujours intéressant d'aller regarder. Donc, des frameworks. PWA Builder, c'est pas vraiment un framework, c'est plutôt un site qui va vous permettre ensuite de packager votre PWA, vous lui donnez l'URL et lui, il va voir si elle respecte des critères minimums pour la transformer en APK ou en, je sais plus comment ça s'appelle, en app native en fait, voilà, à publier sur les stores. Sur Android, ça posera aucun souci d'envoyer une PWA. D'ailleurs, c'est un des formats First Class Citizen chez eux. Donc, c'est développé par Google en même temps sur une bonne partie des specs. Donc, PWA sur les stores, c'est quelque chose qui se fait chez Android. Je crois que Cdiscount, c'est ce qu'ils font. À mon grand regret, parce que moi, j'étais dans la team React Native et du coup, ça m'a brisé le cœur de me faire voler mon travail par une PWA. Je les ai détestés un moment, les PWA. Ensuite, sur Apple, c'est coup de poker. Il est probable que vous y arriviez, mais mon expérience chez Apple, ça dépend du reviewer. En fait. Visiblement, ils ont tous une façon de lire les règles, les guidelines, différentes d'un gars à l'autre. Donc, précaution. Mais il y a de grandes chances quand même que ça puisse se faire. Ensuite, si vous voulez la faire, je ne vais pas parler de tous les autres frameworks. Alors, il pourrait y avoir, vous pouvez
pouvez les faire certainement en Vue, etc. Vous pouvez les faire en React vous avez Vite PWA. Alors Vite PWA, je ne sais pas si ça s'adapte aussi à React ou si c'est full Vue. Mais en tout cas, c'est un des trucs qui va te permettre de... Ouais, Vite, il y a Vue, mais il faut aussi une partie React. Du coup, moi, je vous ai cité là, enfin, en tout cas, si je devais faire une SPA, j'irais déjà sur Vite pour la faire. Et j'irai regarder ce qu'ils font. Après, vous avez ce qu'on appelle aussi Workbox. Je ne sais pas si c'est vraiment si utilisé que ça. On ne sait pas en fait qui utilise vraiment les PWA et qu'est-ce qu'ils utilisent comme framework. C'est quand on fait des recherches, en fait, on se rend compte c'est pas qu'on est un peu tout seul, mais presque. Il y a pas, c'est pas si connu que ça. Peut-être parce qu'on attendait la démocratisation en 2023. Et enfin, moi, là, je vais prêcher pour ma paroisse, encore une fois, je suis désolé, mais le code là qui va être, il est transposable quand même. Moi, c'est fait avec Remix PWA, donc c'est un package sur lequel je participe en open source. C'est ni plus ni moins que les trucs qu'on a vus tout à l'heure, mais dans un package NPM pour éviter de le refaire à la main. C'est juste ça. Et donc, l'appli que vous avez vue tout à l'heure, c'est une appli que j'ai commencé à dev la semaine dernière. Et le but, c'était d'en faire une démo ici. Et le but de cette démo-là, c'est de vous mettre dans les mains une PWA. Donc, je vous inviterai à, si vous avez envie, à scanner le code et tester du coup. Vous allez rentrer dans cette PWA. Et on va pouvoir éventuellement jouer un petit peu en espérant que ça ne fasse pas tout cracher. Mais c'est la beauté de l'exercice. C'est la beauté de l'exercice. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dessus si j'y arrive. Parce que j'ai galéré tout à l'heure avec le moniteur. Hein. Mince, vous voulez peut-être... Ouais, je le laisse encore 2 secondes. Je vais aller chercher après. Donc vous pouvez vous inscrire, mettre n'importe quel email, il n'y a rien de sécure, ça reste qu'une démo. Vous pouvez faire un petit tour avec. Il y a, si c'est bon, je vais afficher, comme ça on va discuter de la même chose ensemble. T'es dessus, Valentin ? Oui. Et du coup, vous pouvez essayer de faire n'importe quoi en fait dessus, le temps que j'arrive à gérer mon problème de moniteur. Écoutez, vous êtes des utilisateurs, après tout, il y a peut-être ce qu'il faut dedans pour vous expliquer ou pas. Ok, on voit quoi là ? On voit ce que je vois, c'est ça ? Oui. Ah, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont compris du coup le système, évidemment. Alors, il y a des features dedans. Vous êtes peut-être fait choper ou pas encore par mon super active les notifications. À partir de là, du coup, si vous avez, je vous en prie, acceptez les notifications. Si vous avez dit non et que vous avez fermé une pop-up ou quoi que ce soit, vous pouvez retrouver dans Settings les notifications pour activer, désactiver. Et donc, éventuellement, vous pouvez activer le son de vos téléphones et vous pouvez du coup cliquer sur le nom des personnes et vous pouvez les follow. Et du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Normalement, quand je vous follow ou quand vous allez me follow, vous allez recevoir une notif. Je vous inviterai éventuellement à tous me follow sur RPHLMR et répondre au sondage éventuellement si vous voulez. Si vous restez sur la page du sondage, elle devrait se mettre en temps réel si vous avez déjà répondu. Ok, je reçois des notifs. Alors ici, je les ai... Ouais, voilà. Bien. Et donc... Ah oui, pardon. J'ai envie de préciser, sur Firefox, il n'y a pas grand-chose qui va marcher, malheureusement. Non, en fait, je crois que quand tu as le bouton Install, je te dis clairement, va sur Chrome ou Safari, suivant l'OS où tu es. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste, il n'y a pas grand-chose qui marche, malheureusement. C'est là qu'il va falloir être honnête sur Android. En fait, la PWA, allez sur Chrome pour l'installer. Après, le navigateur qui la run derrière,
Vous pouvez faire confiance à la personne qui aura développé la PWA. Enfin, vous, en l'occurrence, vu que vous allez développer des PWA dans le futur. Mais je comprends hein, qu'on n'utilise pas Chrome. J'utilise pas Chrome non plus. Mais pour ça, malheureusement, je sais pas pourquoi Firefox fait ça. Pourquoi ils respectent pas, ils ont peut-être plus d'argent. Je sais pas. Et normalement, pour tous ceux qui me follow, du coup, j'ai reçu plein de notifs. Vous devriez voir, vous devriez recevoir tous une notif parce que je viens de publier quelque chose. Il y a les notifs? Non, mais en fait, faire un stage avec. Ouais. Ça dit d'ouvrir l'ancien service, en fait, pas besoin de faire. Ouais, mais du coup, il se passe rien là. Ah, si, ils ont peut-être développé le add to. Ah, nickel. Bon, il faudrait que j'installe ça pour voir, pour mettre à jour. Ouais, parce que le tuto que vous voyez là, il est fait à la main. Ça m'a pris 1000 ans de détecter tous les cas possibles de navigateur, etc. Et le but de ça, là, cette appli, en fait, donc là, on lance un concept, en fait, vous l'avez vu tout à l'heure, je lance une marque, là, c'est du SSRPWA. Donc, pour faire simple, moi, mon use case de base, c'était de transformer mon Remix. Donc, Remix, c'est un framework full stack. Donc, vous codez votre front et votre back et après vous avez une phase de build, quelque chose qui va séparer les deux et créer une partie serveur et une partie front. Et donc là, j'ai une PWA où je n'ai pas de React Query, je n'ai pas d'API tierce, j'ai rien, j'ai juste un Docker qui tourne sur fly.io. Et ce Docker, en fait, c'est même pas un Express.js, c'est un serveur qui s'appelle Ono.js. Donc c'est quelque chose qui a été développé par quelqu'un chez Cloudflare. Donc Cloudflare, si vous ne connaissez pas, c'est le truc qui est responsable de rendre la moitié du cache du web entier. C'est le gros point de faiblesse du web. Hein. Quand Cloudflare tombe, il y a tout Internet qui n'existe plus. Mais en gros, chez eux, voilà, il y a des gens, ils ont développé. Et Ono.js, c'est comme un Express.js, mais en mieux, plus moderne. Surtout qui permet de faire des middleware où on peut await les next phases, en fait. Chose qui n'existe pas dans Express. Bon là je m'égare parce que je fais du full stack, ça ne peut-être pas à tout le monde. Mais voilà, j'ai un serveur en fait, imaginez, c'est comme un serveur Express et voilà, il gère le front, le back. Et je n'ai pas à tricoter avec des stores, des redux, etc. de tous les côtés. J'ai un package entier en fait qui me permet de faire cette PWA. Donc le code, on va regarder, malheureusement, ne sera pas dispo tout de suite. Je dois finir certaines choses qui manquent parce que vous le voyez peut-être. Alors je ne sais pas sur iOS, c'est sûr vous le voyez, sur Android je ne sais pas. Dites-moi le push to refresh, c'est-à-dire la capacité à descendre l'écran, ça ne marche pas sur iOS. Alors c'est un comble, sur Safari ça marche, mais quand c'est installé en PWA, visiblement là, il n'y a plus personne. Et du coup il faut le réimplémenter. Je n'ai pas eu le temps de le réimplémenter. Donc pour moi, cette démo, elle n'est pas encore à mettre dans... Enfin, il manque quelque chose. Donc du coup, je le mettrai en open source un peu plus tard, courant novembre. Et l'idée, c'est que dedans, n'importe qui puisse du coup réutiliser tout ce qui a été fait ici pour faire sa PWA. Alors j'ai vu qu'il y en a qui ont réussi à mettre leurs photos. Sinon, là, il y a une armée de troopers. Donc là, oui, la PWA que vous voyez, elle est installée par Chrome. Alors je triche parce que... il y a un truc, je ne sais pas si ça le fait partout. Mais malheureusement, un des side effects, c'est si je lance ma PWA, ça lance Chrome. Moi, j'en ai rien à faire en fait de Chrome. Mais une fois qu'on le ferme, c'est bon. Voilà. Et ouais, c'est que sur desktop. Et je ne sais pas si c'est que sur Mac ou si c'est sur machin. Si vous dismissez votre PWA et que quelqu'un vous follow, vous unfollow, parce que ça va retrigger une notif, vous verrez un badge apparaître. Le badge, c'est quoi? Alors sur iOS, c'est un petit rond avec le nombre de notifs non lus. Sur Android, je crois que c'est juste un point rouge maintenant. Je ne suis pas trop au fait du jour. Et du coup, ça gère les badges. Ça les gère aussi sur desktop. S'il y a quelqu'un qui me follow, unfollow, on devrait... on devrait le voir apparaître. Et encore, ça dépend. Bon, on va pas s'épiloguer du coup là-dessus. Mais sachez que c'est pris en charge en fait, et vous pouvez indiquer le nombre à indiquer dans le badge. Moi là par défaut c'est 1, parce que j'avais pas le temps, je voulais développer un onglet notification que vous voyez
toutes les notifs que vous n'avez pas lues et le synchroniser, mais je vais vous montrer comment on peut le synchroniser. Donc, on va regarder un tout petit peu de code, parce que jusqu'à ce que je me fasse ban par, par le truc qui envoie des notifs pour surenvoi. Il y a quelque chose auquel je ne pourrais pas répondre, c'est je ne sais pas, on va aller voir les notifs, vous allez me dire, elles sont envoyées par quoi. Il n'y a pas de produit commercial dans cette démo qui envoie les notifs, on utilise les API web. Et donc il y a un truc qui s'appelle Web Push, c'est une spécification pour envoyer des push notifs à travers le web. Donc ce truc-là, il est gratuit. La seule chose que vous avez à faire, donc là, maintenant que j'ai montré tous les secrets sur YouTube, j'ai plus qu'à tous les changer en rentrant chez moi. Le seul truc que vous avez à faire, en fait, c'est générer ce qu'on va appeler des VAPID, qui est private et public. Avec ces clés-là, n'importe qui peut envoyer des notifications à mon nom appli. Vous devez déclarer aussi un subject. Le subject, c'est votre identité qui envoie ces notifications. C'est un mail to ou un HTTP vers votre site, une URL vers votre site. Et donc, vous générez auprès de cette... je ne sais même pas si on peut dire si c'est une autorité, c'est un truc qui propose cette API, une ligne de commande, vous leur dites « donne-moi des credentials », ils vous donnent des credentials, et à partir de ça, ces credentials, vous les passez à leur SDK, et ça utilise, du coup, ça envoie vers la Web API. C'est gratuit. Il y a peut-être des limites. Du coup, dans mon code, j'ai géré de sorte que si on a le code HTTP là pour t'envoyer trop de requêtes, j'ai un trou de mémoire là d'un coup. Il y a peut-être des limites. S'il y a des limites et que vous avez des gros besoins, du coup, comme d'habitude, vous testez, vous envoyez, je sais pas, vous faites des packs de 1000 si vous avez autant d'utilisateurs. Vous verrez bien ce qui se passe. Et après, l'idée, c'est que vous pouvez éventuellement changer votre fusil d'épaule. Moi, j'ai utilisé là que du natif. Donc quand vous allez demander les notifications, comme je vous l'ai dit, on récupère un code. D'ailleurs, on va rentrer dedans. Je parle de notification parce que c'est vraiment le truc en fait qui le plus important en fait dans cette PWA. Donc du coup, je vais aller là-dedans. Alors, on a du code back, on a du code front. On a ici donc le truc par lequel vous êtes fait capturer, c'est ça là. Du coup, un petit listener, en fait, je crée un petit truc là pour écouter en fait les permissions que vous avez données ou pas. Et en fonction du choix que vous avez fait, évidemment, si vous avez dit maybe later, je ne me suis pas cramé une cartouche et je n'ai pas interrogé votre téléphone pour savoir si oui ou non vous acceptez une notif. C'est pour ça que vous avez eu ça en 2 temps. Une partie custom UI. C'est une stratégie parce qu'une fois que l'utilisateur a dit non, c'est un peu complexe de lui dire d'aller dans settings et d'annuler tous ses choix, etc. Donc les notifs, en fait, quand on va demander la permission, en fait, donc ce code-là, vous voyez, on a beau être dans Remix avec Remix PWA, etc. C'est exactement du code qu'on a vu tout à l'heure, hein, notre fameux navigateur, etc. Donc quand on va demander les push notifs, en fait, on va interroger du coup le service worker, on va récupérer la registration. On part du principe que j'ai qu'un service worker, on va pas aborder la possibilité d'en avoir plusieurs. Je ne sais pas qui fait ça, mais visiblement c'est possible, mais nous on n'en aura qu'un. Et ensuite, on va interroger les permission state. Alors, il y a plusieurs façons dans MDN d'interroger. Cette façon-là, c'est la seule qui marche vraiment sur iOS. Parce qu'en fait, il y en a une, elle marche sur Safari, mais elle ne marche pas sur la PWA, et l'autre, c'est l'inverse. Bref, en gros, celle-ci, il y en a 2 ou 3, pardon. Celle-ci est une qui marche partout. Je ne sais pas pourquoi les autres ne marchent pas. C'est censé être les mêmes API, elles interrogent les mêmes choses. Mais en gros, vous avez, si vous avez fait du mobile, ça vous parlerait. Vous demandez une permission, donc c'est comme ça qu'on fait en fait, même sur du web, hein, si vous avez déjà demandé une permission pour la caméra, etc. Vous demandez la permission. Pour ce cas précis, vous passez notre fameuse public API VAPID là, qu'il va falloir que je change, et à partir de là, ça va vous donner le permission state. Qu'est-ce qui s'est passé à cette étape ? Donc là, ça a récupéré le permission state pour cette clé, pardon. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était quand on subscribe. Et quand on subscribe, c'est là. Voilà, pardon. Quand on subscribe, donc là, un petit state pour dire ça mouline, il est en train de se passer quelque chose. Alors pourquoi ? Parce que moi, je croyais que c'était instantané de recevoir des clés quand on valide je veux les notifs.
Mais en fait, non. Je l'ai vu hier soir, en fait, que ça l'était pas. Quand le service est down, du coup, il se passe rien. Parce qu'en fait, derrière le subscribe, donc on récupère toujours pareil, notre registration, notre service worker. En général, ça passe toujours par là. Quand on veut une feature, on va aller récupérer navigateur, machin. Donc là, je vérifie pas si ça existe parce que je suis dans un try catch. Je trouve ça beaucoup plus simple plutôt que faire des si ça existe partout. On récupère, on subscribe, on lui dit bon ça je sais pas trop pourquoi on le met, visiblement c'est pour rendre, je crois que c'est Android qui est pas d'accord si c'est pas en user visible only. Alors je crois que ça c'est pour dire ce sont des push notifs qui vont apparaître. Parce qu'on peut envoyer des push notifs invisibles pour trigger éventuellement des choses sans que l'utilisateur en ait conscience. Visiblement il faut que ce soit déclaré comme ce seront des notifs qui se verront. Et vous y passez du coup votre public clé. À partir de là, qu'est-ce que va faire le push manager subscribe? Il va aller chercher un jeu de clés. Un jeu de clés, il va aller chercher l'endpoint et un objet hot avec deux clés, une clé de sécu et une clé de hôte. Voilà. Et ça permet de signer, chiffrer, déchiffrer. Ces clés-là sont enregistrées dans la PWA, le navigateur, etc. C'est propre à... Vous avez 3 instances dans 3 navigateurs, ce seront des clés différentes pour chaque navigateur. Et si vous avez plusieurs users, techniquement, ils sont censés avoir des clés différentes, mais c'est pas sûr. Du coup, une stratégie, c'est quand vous vous déconnectez, pensez à supprimer ces clés sur votre serveur. Parce que ces clés, on les récupère sur le serveur. Pourquoi cette étape-là? Donc, je récupère toutes ces clés, elles sont enregistrées automatiquement dans le gestionnaire des push, et je les envoie sur mon serveur. Les envoyer sur mon serveur, du coup, je peux du coup les enregistrer en base de données. Et ça se trouve, je suis perdu dans mon code. Voilà, j'enregistre des devices en fait. Donc vous enregistrez, donc libre à vous après de dire un utilisateur peut avoir qu'un seul device actif, etc. Parce que s'il est sur plusieurs devices, il aura forcément des clés de push différentes. Et du coup, soit vous écrasez tout, mais dans ce cas-là, il aura les push sur le dernier device connecté, soit vous faites comme moi j'avais besoin, vous enregistrez autant de devices qu'il a et quand il reçoit une notif, il reçoit partout. Pour ceux qui connaissent The Office, ça fait penser à Whoop, là, le système qui envoyait des fax et tout qu'imprimer partout. Là, c'est un peu pareil. Et donc, vous les enregistrez. Et pareil, vous pouvez unsubscribe. Donc, moi, je n'autorise pas l'utilisateur à unsubscribe depuis l'appli. Ce que je fais, c'est que s'il décoche, je garde l'autorisation, mais je lui envoie plus de push notif. Parce que c'est toujours plus simple de garder... de respecter son consentement, mais de garder ses credentials plutôt que d'avoir tout un jeu qui va redemander les push notifs. C'est un peu complexe à gérer. Voilà. Donc c'est une stratégie comme une autre. On lui ment pas trop parce qu'on va respecter ce qu'il veut quand même. Et après, si lui il désactive directement dans les settings, là-dedans il y a un code qui vérifie que ça a été désactivé pour essayer d'auto-désinscrire le précédent device. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que quand vous envoyez des push notifs, il faut éviter d'envoyer à des endpoints morts parce qu'à un moment, vous pourriez vous faire blacklister. Donc l'idée, c'est au plus possible quand vous détectez qu'un endpoint n'existe plus, donc vous avez un retour, parce que côté serveur, du coup, vous pouvez envoyer, donc là on utilise webpush, donc webpush, donc je fais un lien. Quand on envoie des notifications, en fait, on va lui envoyer ce qu'on appelle des subscriptions. Les subscriptions, c'est le truc qu'on vient de voir il y a 2 secondes, c'est endpoint et les clés de hôte. C'est ce qui s'appelle, en tout cas dans cette API, une subscription. Voilà, le int apparaît. Et ensuite, vous pouvez envoyer votre message et un TTL. Webpush, il va essayer d'envoyer des notifs à travers Google, Apple, etc. Et puis, vous aurez un retour en fait de ça. Et ce retour, il faut le gérer. C'est pas juste cette promise, on l'écoute pas et puis on passe à autre chose. Il faut le gérer parce qu'elle va vous donner plein d'infos. Ce device n'existe pas, les credentials sont pas bons, etc. Et après, faites des actions à travers ça. Supprimez les devices qui n'existent plus. 404, ça sert à rien. Parce que moins vous envoyez à des faux devices, plus vous pouvez envoyer de push notif en même temps. Parce que du coup, si on est limité, je ne sais pas quelle est la limite. C'est pas trop marqué dans la spec, c'est peut-être voulu. Mais voilà, on essaie d'avoir un bon cycle de vie. Donc là, vous envoyez, en fait, vous pouvez envoyer des notifications, vous pouvez envoyer vous pouvez les faire une par une. Il n'y a pas de pack. J'envoie un tableau de subscription. Ça, c'est à votre API de gérer ça. Donc idéalement, on fera en chunk, des petits morceaux. Et donc voilà, on envoie. Comment envoyer une push notif? C'est aussi simple que ça. Vous avez récupéré les credentials, vous les renvoyez sur votre serveur en base et à une action donnée. Par exemple, tout à l'heure, on s'est fait quoi? C'était quand vous m'avez
follow. Donc j'ai un service de notification. Je suis désolé, moi le blanc comme ça me tue les yeux. Je suis habitué à travailler dans le noir. Feature, notification, service. Donc moi comment j'ai géré ça? My God, voilà, Notify. Donc, je vous ai envoyé un nouveau poll ou nouveau follower. Voilà comment ça s'est passé. Donc là, j'ai fait une petite requête SQL. Donc, rien de méchant. J'ai été chercher tout un tas de conditions. Si vous avez activé les notifs, si vous avez un device, si c'est pas vous, c'est bête de s'envoyer automatiquement soi-même des notifs. Ça, c'est Drizzle ORM. Un jour, je reviendrai peut-être vous en parler. Si vous connaissez Prisma, ça, c'est un autre niveau. Alors, je crois savoir qu'ici, il y a quelqu'un qui a présenté Prisma, mais Mathéo, il est où? Oui, on pourrait en débattre. Donc, cette notification, en fait, j'ai fait une petite méthode hein, où vous pouvez mettre n'importe quel payload. Donc, avec title, le badge. Alors, ici, badge, c'est pas le count, c'est vous pouvez mettre une petite photo. Et un petit icône, vous pouvez mettre une petite photo. Comme l'aspect n'est pas vraiment clair sur cette petite photo, elle va où? Dans le doute, j'ai mis les deux fois la même. Alors, je crois qu'il y en a une, ça s'affiche en bas à droite quand vous avez la notif, et l'autre, c'est dans le trail d'Android. Pour ceux qui ont Android, peut-être vous avez vu une photo dans le trail, dans ce cas, c'est-à-dire que ça marche. Et voilà, en fait, vous pouvez mettre le payload que vous voulez. Et donc, cette histoire-là, c'est bien beau, vous avez envoyé une notif, mais on l'a envoyé où? Eh bien, on l'a envoyé au service worker, forcément. Donc, ce service worker, ici, en fait, je ne vous ai pas menti, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à intégrer. C'est à l'install. Donc, moi, à l'install, il fait quoi? Il log. Parce que comme ça, c'est cool, je sais qu'il s'est passé un truc. Il skip le waiting. Ensuite, il claim tous les clients et voilà, point final. Voilà, mon service worker, à moi, il est fini. Pour l'instant, il fait que ça. On pourrait gérer du offline et online pour dire il va se passer ça quand tu es offline, il va se passer ça quand tu es online. Ici, dans ce service worker, je n'ai pas le fetch, parce que utilisant la LibreMix PWA, il le fait pour moi, parce que derrière, il va s'intégrer avec notre système de loader et action. Il y a une rediff sur YouTube de ce que c'est Remix pour comprendre ce que c'est loader et action. Mais du coup, voilà, ça je le fais pas. Par contre, moi, ce que je vais gérer dans mon service worker, c'est les push, les notification click, notification close. Ça peut aller très loin en fait. Les service workers et les events en JS, on les utilise rarement. C'est un peu casse-pied à utiliser avec React. Il faut des use effects, etc. Mais depuis React 18 ou même peut-être avant, il y a un nouveau hook que je pourrais vous montrer en 2 secondes qui est quasiment spécifiquement fait pour écouter les event list, enfin les events qui sont dispatchés. Bref, ici c'est assez simple. En fait, on s'abonne comme si on faisait du JS il y a très longtemps. Et donc, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je fais quand il y a push? Qu'est-ce que je fais quand il a cliqué sur une notification? Qu'est-ce qu'il fait quand il a close? C'est vrai que vous pouvez faire des actions particulières. Close, ça pourrait déclencher une analytics pour dire il a close le truc. Pourquoi ça pourrait être intéressant une analytics? C'est pour dire juger un peu de la qualité de vos push notifs. Si la close, c'est que peut-être elle n'a pas été envoyée au bon moment ou le message n'est pas pertinent. Click, click, on peut imaginer pareil, timer quand est-ce qu'elle a été click, etc. Bon, moi, je fais d'autres trucs quand elle a été click, enfin, je crois. Du coup, j'ai fait une petite classe là, push handler. Bon, on va s'attarder sur les push. Donc, qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se passe quand je push? Du coup, j'ai cet event, je le récupère. Donc moi, ce que j'ai fait là, j'utilise Zod. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour faire des schémas. Comme je vous l'ai dit, ce projet, c'est pour rendre la vie facile aux développeurs. Du coup, ce qu'on envoie depuis le service de notification, le type qu'il reçoit et qu'il envoie à la Web API, il se reflète ici avec ce schéma. C'est-à-dire que demain, vous prenez ce projet, vous changez quelque chose, ça va clignoter en rouge ici en vous disant attention, ce que tu vas recevoir, c'est plus synchro avec ce que le serveur envoie. Toute la magie d'une seule code base qui fait le full stack. Du coup, vous récupérez le payload. Bon, s'il n'y a pas de succès, donc c'est Zod. Hein, si le schéma passe pas, on passe à autre chose. Vous pouvez loguer ou faire n'importe quoi. Et ensuite, vous récupérez les trucs qu'on a envoyés tout à l'heure, le title, le body, badge, l'icône et un truc que j'avais glissé, mais pour l'instant je désactivé, c'est le notification count. C'est-à-dire que c'est une bonne occasion à chaque fois que vous allez envoyer une push notif. Vous pouvez aller calculer sur votre base de données combien de notifications votre utilisateur n'a pas lu. En notification, au sens si vous avez la petite cloche dans votre app pour rappeler
des événements qu'il n'a pas vus et que vous enlevez -1 quand il a cliqué dessus à la Twitter. Ben, c'est une bonne occasion de récupérer cette info si elle n'est pas très lourde à récupérer niveau base de données, sinon vous essayez d'optimiser ça. Vous la glissez dans le payload de la notif et ça, en fait, après, vous le mettez ici, là, dans cette badge là. Ce tout petit truc, cette badge, c'est juste l'équivalent du navigator.service worker, cette badge, etc. Ça fait partie du package que j'utilise. Parce qu'il vérifie que le navigateur est bien présent, etc. Enfin, navigator, hein, l'API. Bref, ce truc-là, cette fonction, cette badge, elle existe vraiment en OMDN. Et à ce moment-là, vous lui mettez le numéro que vous voulez. Et donc, c'est une bonne occasion en fait, de synchroniser et d'essayer de votre utilisateur au profit d'une notif que vous avez envoyée. Il ne l'a peut-être pas lu, elle était mise à lire plus tard, etc. Mais s'il ouvre l'appli, il verra un chiffre et du coup, il va peut-être re-rentrer sur votre appli. Parce que l'idée d'avoir une appli, c'est de faire de la rétention utilisateur. Alors, je ne suis pas un fanat du business, etc., capturer les gens, mais si je fais un business, mon objectif, c'est peut-être que les gens passent le plus possible de temps sur mon appli. Parce que bah voilà, donc c'est un bon moyen en fait de capturer et tout ce qu'on voit là en fait 100% JS encore une fois. Et donc on peut trigger du coup cette notification, donc ça se fait pas magiquement mais vous voyez c'est ces lignes là en fait, il n'y a rien concrètement, c'est juste cette ligne afficher une notification. Il faut savoir d'où elle vient, voilà. Donc le service worker l'a capturé, vous l'envoie comme event et c'est ça, vous faites donc le self c'est le service worker, registration, donc vous récupérez le service worker courant qui a été monté, vous faites show notification et voilà. Et si vous voulez aussi faire montrer une notification mais qui ne vient pas du serveur, par exemple vous avez fait un truc, ça peut être quoi, vous voulez envoyer une notification une fois que vous avez fait un petit truc en asynchrone sur votre appli tant que l'utilisateur n'a pas quitté l'appli. Par exemple, je sais pas, upload d'une image et autres, mais que votre code est capable, du coup, vous pouvez naviguer ailleurs et pendant ce temps-là, il fait une tâche en background. Vous voulez lui faire popper une notification de type native et pas un toaster React là, en JS. Vous pouvez aussi utiliser show notification, même si vous n'avez pas reçu de notification push depuis votre serveur. Cette API là, en fait, elle est juste là pour dire affiche une notif de type native dans le téléphone. Et ça, honnêtement, je fais un gros focus sur les notifications parce que c'est le truc qui manquait et que Apple là pour une fois a fait un truc plutôt pas mal parce que globalement le plus important marche. Pas tout qui marche, mais le plus important marche. Et donc au on-click, le on-click est un peu plus compliqué. Quand on clique sur une notif de base, il devrait essayer d'ouvrir l'appli. C'est le but. Cependant, il y a des use cases un petit peu chelous. Vous avez plusieurs tabs. Il va faire quoi? Il ne sait pas trop. Du coup, vous pouvez lui dire s'il y a une page focus et que tu cliques sur la notification, va sur la page qui est focus en fait. Si c'est pas le cas, tu ouvres tu open une window et tu lui dis où il ouvre l'appli, sur quelle URL. Et ensuite, du coup, tu focuses le client qui a répondu à cet appel. Alors, le client, dans ce contexte, c'est une table ou une instance. Voilà. Là, c'est tout. Voilà, il va falloir qu'on arrête. Et bien, de toute façon, c'était le dernier truc que je voulais vous montrer, je crois. Je vous avais dit manifeste, vite fait, pour vous montrer ce que c'était. C'est juste un JSON où vous déclarez des trucs. Donc, des trucs, c'est des noms, etc. Et je vais vous montrer concrètement pourquoi il faut faire un manifeste, comment on peut le débug. Donc là, je l'ai ouvert. Pour débugger notre PWA, etc., on ira dans l'onglet Applications. Et là, c'est peut-être tout petit, tout flou surtout. Est-ce que là, c'est moins flou? Là, moins flou. Vous voyez tout, en fait, tout ce qui se passe sur votre service worker va se trouver ici. Et votre manifeste, en fait, vous allez pouvoir le regarder ici et il va vous donner tous les détails, des screenshots de la phase de prompt install, etc. Et donc, si vous avez quelque chose qui ne va pas ici, ou si au Lighthouse ça ne passe pas, c'est que vous avez un problème. Et si vous utilisez ce projet, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Je dis pas trop parce qu'il y a toujours des trucs bizarres où il veut nous forcer à utiliser des WebP comme format d'image, etc. Toujours un peu compliqué. Et hop, je reviens juste sur la slide. On est où?
Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Rien. Voilà. En fait, c'était tout. À partir de ça, je sais que ça fait beaucoup là d'infos. Je peux pas trop vous donner le code tout de suite, mais il sera dispo en novembre. J'essaierai de voir pour communiquer sur le meet-up le lien. Et vous pourrez, du coup, si vous voulez voir des avancements, vous pouvez toujours me suivre sur X, si vous aimez ce réseau. Sinon, vous pouvez aller sur GitHub. Mais je poste pas de tweets bizarres. Hein. C'est que des trucs de techno, dont il y a eu un feed sur tout le développement de cette appli. Ça intéressera qui voudra. Mais voilà, histoire d'apporter un peu d'autres choses sur ce réseau. Mais c'est là-dessus, je fais juste une aparté, mais ce réseau, on en pense qu'on en veut. Mais moi, c'est là-dessus que j'ai découvert plein de gens avec qui aujourd'hui je travaille directement ou indirectement, où on s'est échangé du travail. Donc, je vous invite à faire partie de différentes communautés, que ce soit sur les Discord, etc. Parce que c'est vraiment un lieu où on trouve des infos, ou des gens à toute heure du jour et de la nuit. Vous avez toujours quelqu'un n'importe où dans le monde qui travaille sur un truc et qui peut vous répondre. Et c'est plutôt cool quand on est solo développeur. Si vous avez la chance de parler à des humains tous les jours, ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas d'équipe, du coup c'est cool. Mais pour les solitaires, il existe Internet et ces réseaux et c'est pas mal. Ah, tu voudrais tu voudrais alors que la PWA passe par le VPN, ça on convient que c'est oui. Mais tu voudrais que savoir si quand on l'ouvre, il y a un moyen qui permettrait de router. Alors, ma réponse, j'en aurais pas, c'est assez spécifique, mais mon intuition me dirait que si tu es capable de le faire dans une app web classique, il est fort probable que ça fonctionne. Si ça n'utilise pas des composants de l'API navigateur, Windows, etc. Si ça utilise, il faut juste vérifier que sur MDN, tu vas avoir la parité. Sinon, je vois pas de contre-indication. En fait, au moment où le service worker, dans sa partie fetch, il capture ce qui rentre et il redonne ce qui sort, je vois pas ce qu'empêcherait du coup, c'est un proxy. Donc, je vois pas ce qui l'empêcherait, en fait, effectivement, de partir là-dessus. Là, j'aurais dû faire une intro sur NordVPN. J'ai hésité, je l'ai quelque part. J'ai voulu faire une blague, je l'ai, hein. Mais parce qu'en fait, à chaque fois, souvent, il me balance une pop, installe la mise à jour. Alors, j'ai rien demandé. Et du coup, je me suis dit, si ça arrive, c'est le moment. Ah, voilà, avec NordVPN. Mais voilà. Ah oui, pardon, excuse-moi. Alors, ouais, je vois. On a essayé quelque chose. Remix PWA n'est pas de moi. J'ai participé dedans pour faire justement sur la partie push, parce qu'il y avait des petits trucs et il va sûrement y avoir des mises à jour par rapport à ce que je vous ai montré là. On a essayé sur OneSignal et visiblement ça coinçait. Je crois que ça coinçait sur la partie service worker, enregistrement, etc. Peut-être parce qu'on a essayé de rusher pour essayer une alternative à WebPush, parce que c'est plus facile quand tu balances sur Twitter ou autre. Regardez, on fonctionne avec quelque chose que tout le monde connaît, parce que là, WebPush, personne ne connaît. Pourtant, enfin, voilà, c'est le socle de base. Mais on a essayé et pour l'instant, ça n'a pas été fructueux. Mais on n'a pas mis non plus beaucoup de temps là-dedans. Mais sinon, je connais pas à fond. Moi, j'utilisais les notifs Expo quand je faisais du natif. Je ne connais pas trop OneSignal, mais si les infos dont il a besoin, c'est le endpoint et le machin, là, les clés de hôte, ça déjà de base, il sera capable d'en envoyer. La problématique, ce sera comment les récupérer avec OneSignal côté service worker. Mais s'il y a de la doc comme quoi c'est capable de fonctionner dans un service worker, à part passer du temps,
malheureusement, avec le PWA, moi j'ai pu passer genre 6 heures sur faire un truc. Le prompt install, là, ça m'a pris genre 8 heures parce que déjà ça marchait pas sur Arc et le temps que je m'en rende compte, voilà. Mais ça prendra peut-être du temps. Mais on parle d'une ou deux journées, ce qui, je pense, dans le milieu de l'entreprise, c'est rien. Si c'est pour intégrer ça, c'est peanuts. Ce sera à vérifier du coup. Ouais. J'ai pas, voilà, on a essayé. Euh, je crois qu'on a un truc qui traque. Non, si vous avez les zips, donc je fais des recherches. Peut-être que depuis, il a réussi à faire un truc. Voilà, ça a été traqué, ça a été réessayé. C'est probable que ça arrive à fonctionner. Alors, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire là à travers Remix, mais il faudrait qu'on vérifie à l'occasion. Parce que moi, c'est pas dit que j'utilise aussi Webpush. Je me suis posé la question de qu'est-ce que je pourrais utiliser. Parce qu'un truc où je sais pas combien je peux en envoyer, alors j'ai pas 10 000 users, c'est un problème de riche ça, mais du coup au cas où faudrait chercher effectivement. Ouais, mais tu as des l'utilisation, tout ce qui est récupéré, tes notifs, tes trucs, forcément c'est gratuit. Bien que, enfin des fois, hier soir, je sais pas si c'était parce que je faisais que ça et du coup je me suis fait un peu micro-ban, ou si c'est parce qu'il y a eu un problème pour récupérer les trucs, tout est probable. En tout cas, les notifications, moi ici là j'ai créé des reports. Alors, les reports, c'est je récupère le résultat de webpush truc là. Et du coup dans ces reports, il y a un status code. Et il existe un status code too many requests. Et le too many requests, d'après la doc de la web API, là, c'est t'en as trop envoyé. Mais ils disent pas c'est combien trop envoyé. Donc, je pense que ça va y aller comme tout le monde, c'est-à-dire ça, tu le logs, tu logs combien tu essaies d'envoyer. Du coup, c'est pour ça que je crée un petit rapport. D'aide, machin, etc. Alors, est-ce que ce petit rapport, je peux te le montrer. Et du coup, ma stratégie, c'est... ah ouais, non, j'ai fait même pire que ça. Voilà, j'ai fait si un too many request, je throw un truc qui va être logué par mon Sentry en prod. Parce que je veux absolument savoir si j'ai eu une erreur. Donc là, c'est une custom class error que j'ai étendue. Et comme ça, je lui envoie aussi combien c'était en fait too many. À partir de combien elle m'a envoyé too many. Voilà. Puis après ça, normalement, on le trouve... on le trouve pas là. Bon. Vas-y, je vais pas me reconnecter là. Hop. Eh bien, je sais pas. Il est possible qu'il y ait le trou en même temps, parce qu'en fait, c'est un envoi un par un. Donc je pense que peut-être à un moment, on va le flouter. C'est pour ça l'idée du... En fait, ma stratégie là-dessus, ce sera un peu comme les mails. Je vais y aller crescendo, peut-être en envoyer par pack de 20. Enfin, tout dépend de la notif. Mais si c'est quelque chose pour alerter d'une nouveauté, une notif pour faire venir les utilisateurs chez moi le dimanche ou le lundi matin, par exemple, peut-être je vais envoyer par pack. Et peut-être, surtout en fonction de leur fuseau horaire. Enfin, après, c'est si je suis international. Mais du coup, chez moi, si, mettons, j'ai 10 000 users français, peut-être je vais envoyer par pack. Je testerai, je crois, un envoi d'un coup et je verrai ce qui se passe. Et sinon, après, il faut partir sur des one signal, des trucs qui gèrent ça pour. Mais je sais pas comment eux ils font après parce que c'est pareil, le endpoint ça reste le même. Donc ça reste le FCM ou le je sais plus quoi chez Google et du coup je sais pas. Je sais qu'ils font le max pour délivrer. Tu as un TTL pour dire combien de temps tu acceptes que ta notif attende avant d'être diffusée. Moi là j'avais mis 24 heures juste pour la blague, mais sinon je pense qu'on met un truc... si c'est une notif, tu as eu un nouveau message, il faut que ce soit 5 secondes de TTL, sinon après ça perd son sens. Quoi. Mais grosse question. Ouais. Alors la base de la base, ouais, ce serait la même. À moins qu'il y ait quelque chose qui... Enfin, pour recevoir, à ma connaissance, mais je peux me tromper, pour recevoir des push notifs, le truc de démarrage de base, c'est l'autorisation et la récupération des credentials.
Parce qu'après, il n'y a rien qui est capable de réveiller une appli. Alors, on en a parlé ici, on le voit là. Il y a les background sync et fetch. On pourrait se dire que si je dis toutes les 10 minutes, tu rallumes l'appli et tu fais quelque chose, ça va marcher. Mais il y a une grosse contrainte à ça, c'est que le navigateur va décider. C'est-à-dire que si l'utilisateur n'ouvre jamais ta PWA, même si tu as dit background sync toutes les 10 minutes, le navigateur il va se dire c'est mort. Ce truc-là n'est pas utilisé, peut-être t'abuses. Du coup, c'est pas fiable, t'as pas vraiment la main. Et background fetch, c'est autre chose. C'est pour faire un téléchargement arrière-plan qui continue même quand tu as fermé le truc. Mais vous voyez ici tous les services que vous pouvez tester. C'est-à-dire Non, mais peut-être moi qui comprends pas. Oui, alors le navigateur pour plusieurs raisons d'économie d'énergie, etc. Sur ce qui est là, background sync et fetch. Alors fetch, non, le navigateur va essayer, enfin, il y a des nuances. C'est-à-dire que si ton truc dure plus de 30 secondes, tu peux te prendre un stop au bout de 30 secondes. Tout ça pour préserver la batterie, etc. Donc on essaye de faire des choses courtes. Après, il faut trouver le use case derrière. Il y a des trucs background qu'on est capable de faire. Alors je sais plus dans quel API, où là tu peux durer un peu plus de temps en fait. Peut-être pas des heures non plus, mais pour télécharger une vidéo, etc. Il y a des capacités. Il faut regarder en détail dans la doc. Moi, vu que en fait, malheureusement, ma stratégie, si ça marche pas sur Apple, c'est une feature que l'utilisateur n'a pas besoin. Et donc, du coup, je vais pas travailler dessus. Non, mais voilà, pour Background Fetch, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait être timé à 30 secondes. Et je crois que c'est Background Sync, où tu as 30 secondes sans que ça réveille. Tu peux faire une action, mais si elle est trop longue, elle sera kill. Et toujours Background Sync, c'est sûr et certain, le navigateur prend la décision ou pas de respecter ce truc-là. C'est pas un cron stable, quoi. Si on veut faire ça, peut-être qu'il faudrait aller, si on voulait réveiller pour faire quelque chose, je sais pas le use case, peut-être qu'on essaierait de voir si on peut pas envoyer des silent push notifs. Donc en gros, mais ça marchera que pour les utilisateurs qui les acceptent. Parce que ceux qui n'acceptent pas les notifs, eh bien, ceux-là n'auront rien. Ils pourront éventuellement avoir le badge. Non, même pas, pardon. Le badge est lié au notif, ouais, j'en ai pas parlé. Même si vous essayez de le déclencher en interne, sans passer par ce qu'on a vu là, le service worker et tout, le badge est lié au notif. Je sais pas vraiment pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est pas très intrusif. Ça aurait pu être utile pour, même s'il n'a pas les push, il ouvre. Vous avez détecté qu'il y avait 50 notifs qu'il n'a pas lu, des notifs internes dans votre appli. Bah, vous pourriez synchroniser histoire qu'il se souvient qu'il y avait quelque chose à faire dans votre appli, quoi. Mais il faut l'autorisation push notif pour ça. Voilà. Alors, dans Fly, ça fait pas très longtemps, je crois, qu'ils permettent les bases Postgres. Euh, pour moi, dans Fly, trop compliqué. Enfin, c'est-à-dire, si tu fais pas bien ton fichier Fly là pour le sauvegarder, etc., bye bye la base. Alors moi, je vais pas être. Moi, je suis très très vendu en fait. Très vendu Supabase. Il y a la tête de leur community dev là. Euh, Moi, avant, j'utilisais Firebase. Ça a littéralement. Alors, ça n'a pas tué mon projet précédent de mon app native, mais ça m'a coupé les possibilités comme jamais. Parce que c'était vraiment une prison dorée. Alors, moi, j'irais plutôt pour du Postgres. Effectivement, aujourd'hui, j'irais sur Supabase. Ok, je suis un vendu, je vais pas être très fair play là-dessus. Mais en fait, il y a tout pour moi là qui développe des solo business. Il y a tout, il y a l'authentification, il y a le real time. Parce que quand vous étiez sur le sondage tout à l'heure, il sera actualisé tout seul. Ça, c'était un web service offert par. D'ailleurs, on le voit, hein, vous étiez. À un moment, il y avait 125 connexions, donc 125. Il y a eu 125 échanges de messages à un point de données. Donc ça devait être des reloads, des retentes, etc. Donc le real time. Il y a le storage, donc vos photos sont stockées là-dessus. Si on en est là, vos photos voilà, sont là-dessus dans le storage. Il y a la base de données, il y a l'authentification, il y a tout.
Putain, j'aurais dû jouer au loto, je suis tombé sur ma photo en premier là. Donc il y a tout en fait, tout intégré. Et si vous faites si vous voulez pas de remix, vous n'avez pas d'API, vous pouvez du coup avoir utilisé ce qu'on appelle, c'est une feature Postgres, ça s'appelle RLS, Row Level Security. Vous pouvez utiliser leur SDK pour interroger votre base de données directement dans votre front sans avoir de serveur, au prix d'une latence un peu plus élevée. La latence pour moi c'est environ 100 millisecondes, le temps que derrière en fait ce SDK c'est une API web chez eux qui vous envoie vos requêtes, etc., ce que vous voulez, et derrière ça appelle votre Postgres et puis ça le renvoie, etc. Et il y a une phase d'authentification, enfin de vérification, qui est calée sur les RLS, et ça rajoute 100 millisecondes. Pour moi, dans mon projet, c'était intenable, donc je suis passé au début sur Prisma, et après j'ai eu des gros problèmes de perf, parce que Prisma ne sait pas faire des jointures, et mon projet pro c'est genre je jointe 10 tables. Je suis passé sur Drizzle, je suis passé de 400 millisecondes à moins de 200, en faisant du SQL. Et donc, moi, je partirais plus sur ça, effectivement. Dans Fly, pourquoi pas. Pour un petit... Cela, moi, j'ai écumé tous mes projets gratuits. Du coup, heureusement, ils ne comprennent pas le français, mais j'ai un nouveau domaine, un nouvel email. Du coup, j'ai de nouveau d'autres projets gratuits. En prod, je paye. Mais j'ai pas été déçu. Pas été déçu. Niveau perf, c'est plutôt pas mal. Fly, l'avantage, c'est aussi le fait qu'on pourrait éventuellement régionaliser ces bases de données, ce qui n'est pas capable là. Mais pour starter un projet, je partirais là-dessus. Et Fly est une bonne alternative. J'adore Fly. Je suis aussi un vendu Fly. Là. Je suis un vendu de tout, moi, en fait. J'ai des technos de cœur avec lesquels j'arrive à bien travailler aujourd'hui. Je suis plutôt satisfait. Voilà. Je reviendrai vous parler de Supabase un jour. Ah bah Drizzle, attends, si tu veux y aller, Drizzle, hein, moi, me chauffe pas trop. Hein. Voilà, regarde. Alors, la plus compliquée, c'était quoi? C'était celle-ci. On New Poll. Voici Drizzle. Drizzle, j'ai DB, Select. Alors, Drizzle, le but de Drizzle, c'est que ça ressemble, que ça te fasse penser au SQL, en fait. Ça ne veut pas avoir d'API magique, etc. Donc, ça fait penser au SQL. Alors, évidemment, moi, dans Drizzle, il y a des trucs comme ça, là, c'est moi qui les fait. Regardez pas, ça fait peur. C'est puissant, de sorte que vous pouvez, du coup, s'il y a quelque chose qui manque dans ce package Drizzle, vous avez besoin d'une feature SQL qui n'existe pas, vous pouvez la créer et l'interfacer avec votre projet. Moi, j'avais besoin d'un JSON Arc Build, ça parlera à personne si vous ne faites pas de backend. J'avais besoin d'un Max, d'un Count, etc. Et certaines de ces features vont être intégrées dans des mises à jour s'ils sont aperçus que la communauté avait quand même besoin de trucs pré-tout-faits. Parce que le Drizzle est au SQL comme remix, quoi, en fait. C'est-à-dire on utilise les standards, la base au plus proche. Alors, ça fonctionne avec Postgres, MySQL et tout. Mais voici une requête. Hein, on fait une select. Donc un select quoi? Donc l'avantage c'est qu'on peut passer en mode objet de un niveau pour grouper. Parce que SQL tout est plat et tout est ligne. Là on peut grouper. Donc là c'est une requête d'agrégat. Donc ça va faire un tableau avec à l'intérieur des objets. Mais vous pouvez lui dire en sortie que vous voulez un truc qui ressemble à ça. Et vous utilisez à chaque fois votre table, le nom de la table, etc., le nom du fil. Et vous faites from user notification, là vous faites votre where, donc là c'était un and. J'ai mis des petits commentaires parce que quand je reviens 3 semaines après dessus, je ne sais même plus ce que veut dire cette requête. Donc moi je mets des commentaires partout, je suis très pro commentaires parce que le mois de demain va me remercier en fait. Parce que vous revenez 4 mois après, vous ne savez même plus pourquoi vous avez écrit ça. Donc les commentaires c'est bien. Et donc là, vous faites vos trucs note, équal, user.id, Paul machin, vous faites des inner join. Donc j'ai réappris ce que c'était les inner join. Des fois, je teste souvent des trucs, je regarde le résultat, ouais, ça m'a l'air bien, et puis c'est bon, c'est que la requête est bonne. Et avec l'expérience, vous réapprenez le SQL et ça vous servira pour tout un tas de trucs en fait. C'est vraiment un langage qui est intéressant à apprendre pour être dans le cambouis de votre base et faire des reporting, des trucs comme ça. Voilà, vous faites votre petite requête et vous le waitez. Et à quoi ça ressemble si on veut regarder le schéma de définition. Voilà, prenons par exemple follow. Comme follow, c'était très compliqué de savoir follower ou followed, il n'y avait qu'une lettre, du coup m'en voulez pas who is followed et who follow, parce que c'était trop compliqué de se tromper d'une lettre à l'autre. Mais on définit une table comme ça, vous donnez un nom, ce que c'est, UID, not null, qui référence quelle autre table. Voilà. C'est
Dans un sens, ça dépend de la définition qu'on met à ORM. Mais ils sont très aussi blagueurs à seconde nature, ce qui plaît pas à tout le monde sur la communauté américaine. Mais ils sont très, ils se moquent d'eux ou autre. Par exemple, sur leur page, vous verrez qu'il n'y a que des tweets avec tout le monde déteste Drizzle, c'est nul. C'est c'est un choix de communication, mais c'est sympa. Ils sont très sympas et très à l'écoute. Et si vous venez sur le Discord, on peut vous aider pour tout problème. Voilà à quoi ça ressemble. Full stack. Full stack, ça donne mal à la tête, hein, je vous le dis. Des fois, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui fait une BFF. Mais bon, ma BFF, elle est dans Remix. Elle est là. Elle est dans les loaders. Et dans les actions. Ou React Router version 6.4 et des boîtes, là vous avez ce concept qui n'est pas en mode serveur, mais si vous utilisez React Router et qu'un jour vous allez l'updater, vous allez découvrir ça et ça change. Moi perso, je peux plus travailler sur des projets classiques. Il me faut ça. C'est mon caprice de vieux avec toute ma barbe blanche là maintenant. Je veux ça. Mais en fait, ça simplifie le dev. C'est dommage, je peux pas vraiment vous donner le code et que vous puissiez regarder déjà avec un thème sombre. C'est encore plus joli. Et à tête reposée, etc., de suivre parce que il y a beaucoup de commentaires dans les parties très, très, très importantes. Beaucoup de commentaires qui permettent du coup à la fois de comprendre les technos qui ont été mis en évidence dedans. Donc soit Drizzle, la partie soit full stack, etc. La partie comment on valide un form, etc. Comment on vérifie qu'un username existe déjà. Enfin, plein de bonnes pratiques. Le but de ça, c'est de faire une stack, donc quelque chose d'utilisable directement. Et voilà. Plein d'idées à copier. Ouais, vas-y. Alors moi je suis parti. Il est où mon serveur? Alors moi je suis parti. Alors comme je suis sur Fly, j'utilise Node. Je pourrais partir sur Cloudflare. Donc faisons simple, ils sont hébergés ça un peu partout dans le monde. Moi je suis parti sur Node et du coup j'ai la chance. Enfin on a la chance qu'il y ait quelqu'un très actif sur la communauté Remix et de développer un petit adaptateur. Mais les adaptateurs, en fait, on pourrait même s'en passer parce que Remix, c'est juste quelque chose qui traite une requête. Donc, ça peut être dans Express ou autre. Tant que c'est request response de l'API web classique, vous pouvez l'intégrer avec n'importe quel serveur. C'est pour ça qu'en entreprise, quand les gens réfléchissent, est-ce qu'on mettrait Next.js ou Remix, je vous dis 100%, si vous voulez maîtriser votre serveur et faire le tuner comme vous voulez, l'intégrer dans votre infra, partez pas sur Next, c'est leur serveur et rien d'autre. Là, vous le collez où vous voulez. Vous voulez Express, vous le mettez dans Express. Vous voulez rien de particulier, vous avez le truc de base. Vous voulez Ono.js, vous prenez Ono.js. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que moi, j'avais un besoin de protéger des routes et de vérifier un roulement d'access et refresh token dans mon appli. Du coup, j'ai développé mon propre middleware pour protéger les routes. Par défaut, tout est privé et je déclare ce qui doit être public. Et pourquoi ça ne fonctionne pas avec Express? Parce qu'Express, dans les middleware, il n'est pas capable de wait. Ils sont forcément synchrones. Et c'est un enfer. Quand vous refreshez un token, c'est pas synchrone, c'est asynchrone. Et donc, par exemple, Protect, c'est quoi? Voilà, vous voyez, vous déclarez votre middleware et puis vous faites votre sauce. C'est ni plus ni moins, j'ai un tableau, est-ce que dedans, il y a un truc qui est public? Est-ce que l'URL en cours est public? Si oui, blabla, tu passes à autre chose, voilà. Donc, et au final, c'est ça l'intégration avec Remix. Tu passes le build, le mode et éventuellement un contexte. Ce qui me permet partout d'avoir mon app version, etc. Parce qu'effectivement, ouais, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Mais dans l'appli, vous avez un truc là. Alors, dans mon dossier, je range rien. J'aurais dû ranger parce que, franchement, c'est dommage, j'aurais voulu vous montrer un truc. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez aller ailleurs, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent voir les features qui ne sont pas visibles, je recherche des imprimés écran ou je vais sur mon Twitter X.
Et je voulais vous montrer quelque chose qui était pas. Ouais, j'ai d'autres stacks, Remix, si jamais. Ah, ça c'était quoi? Ah oui, changement de thème. Bon, ça j'imagine que vous l'avez testé. Il y avait le splash screen, peut-être vous l'avez pas vu. Bon, c'était un vieux splash screen. Ça n'existait pas depuis très très longtemps. Sur iOS, on met le splash screen qu'on veut, et sur Android, c'est lui qui décide. Il prend l'icône et il met une couleur derrière. Étonnant. Enfin, d'après la doc, j'ai pas testé. Qu'est-ce que c'était? Ça, c'est un GIF. Oui. Voilà. Ici, là, vous avez un new update is available. Donc ça, on peut le faire avec des service workers en détectant la phase d'install. Moi, ce que j'ai testé, c'est que c'est assez buggy, c'est-à-dire qu'il détecte qu'il y a un nouveau service worker activé. Et quand tu refresh, il détecte que le service worker est aussi activé. Du coup, tu rentres avec 2 fois ta barre. Moi, ma strat, c'est que j'utilise une build version de Remix. Ça peut être n'importe quel projet à vous. À chaque fois que vous buildez avant de déployer, vous générez un numéro de version, etc. Bref. Et là, moi, toujours encore une fois, sur Remix, j'ai la chance que cette action-là de donner le build version à mon front ne me coûte rien du tout. C'est dans le contexte. Donc, c'est mon serveur qui a déjà ça dans ses fichiers locaux, dans sa mémoire. Et du coup, j'ai pas d'appel en DB, etc. Donc, j'ai cette info. Je la transmets au front. Et j'ai un jeu de hook qui vérifie est-ce que la previous est différente de la new, et si oui, ça se trouve ici. Voilà, j'ai un PWA Manager Provider et j'utilise ce nouveau hook là. Si vous utilisez du React et que vous n'avez jamais utilisé ce hook, il remplace les use effects quand vous avez besoin de faire sur des event listeners. Alors, par exemple, j'en ai un ici, là, ISPWA. Là. On peut écouter du coup un event, on déclare un event. Donc l'event c'est add event listener, je vais y passer du coup une callback, c'est une fonction qui recevra. Je fais le return. Et en fait, vous utilisez ça et vous lui dites côté client, comment je récupère l'info, je réagis à cet événement, comment je récupère l'info, et serveur, qu'est-ce que tu veux que je retourne, et pas de use effect, etc. Un truc, c'est une API méconnue de React, mais qui est utilisée. Et moi, je l'utilise en mode un petit peu chelou, en enregistrant, en faisant un peu de magie noire, c'est dans le code. En fait, on peut détourner. On peut utiliser cette API un peu comme on utiliserait Redux, c'est-à-dire avoir un store, mais pas un store create Redux store. Votre store, c'est juste une let ou un objet const qui est dans le module. Donc du coup, il va être chargé une fois au démarrage de la page et il va persister tant que c'est Node, c'est le fonctionnement de Node, il ne recharge qu'une seule fois les modules. Et vous pouvez transiter des infos entre un event, comme ici, en fait, je capture le prompt. Donc le prompt natif que vous avez vu sur votre Android, je le capture pour le réutiliser plus tard. C'est la stratégie qu'il faut faire en fait. Quand vous cliquez sur Install, si vous voulez vous le coller à votre propre bouton, il faut capturer cet event de l'enfer là. Before Install Prompt, c'est le pire event du monde qui existe parce qu'il est expérimental et il fonctionne vraiment quand il veut. Et du coup, quand on veut customiser sa phase d'install, le récupérer est un enfer. Ça marche globalement presque souvent. Il y a des cas où ça ne marchera pas et du coup on tombera sur la fallback, utilise un navigateur ou clique sur install toi-même sur le truc. Peut-être qu'en prod, le prompt que vous avez vu, la natif sur vos devices, je l'enlèverai en mettant l'icône clique sur le petit truc dans ta barre d'adresse parce que un enfer cet event. Voilà, donc des petits trucs à prendre là et des petits warnings de navigateurs qui mentent. Et voilà comment on détecte en fait une mise à jour. C'est tout bête, on met ça dans une ref, on compare, on garde la version qu'on a à l'instant 0. Si on n'a rien eu, on met l'app version puis on compare avec ce qu'on a. Et après on affiche du coup ce qu'on a vu là, ce petit truc. Et donc là ce qui se passe, c'est que moi je pourrais décider de tout bloquer dans l'appli après. Parce que pourquoi c'est important ces updates, c'est si vous avez un formulaire et depuis vous avez ajouté, enlevé des champs, votre utilisateur, tant que web app s'est pas rafraîchi, il aura l'ancien form et là on peut partir dans un délire d'erreur sans nom. Vous pourriez à ce moment-là bloquer les forms, etc. en disant mec, clique sur ce bouton. Moi il est permanent et il va peut-être même je le mettrai en rouge en prod.
il faut le faire. On pourrait le faire automatiquement pour lui, mais pas cool. Après, il pourrait férocement désinstaller la web app, on aurait tout perdu. Donc voilà, c'est tout. Lui, il peut can't wait. Virgile, si tu vois cette vidéo. Très sympa, lui, il développe un truc sur Remix aussi. On rencontre des gens sympas sur X. Quand on évite là cette partie à droite un peu chelou là. D'ailleurs, avec Arc, on pourrait gommer les tendances. Voilà.